Bonjour et bienvenue dans cette présentation de Rhinoceros 5.0. Je vais entamer cette première vidéo en vous faisant une familiarisation avec l'environnement de travail de Rhinoceros et comprendre un peu les bases de comment est-ce que ça fonctionne en termes de manipulation, faire des ajustements de la grille, sauvegarder des gabarits et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un exercice de base, comment comprendre cet environnement, se familiariser avec les différentes fonctions et ainsi de suite. Donc, la première chose, quand on ouvre Rhinoceros, ce qui se présente devant nous, ce sont les quatre grilles, ce qu'on appelle en anglais des viewports. Donc, on a la vue de top, la vue de face, ici, front, right, et la vue de perspective. D'accord? Si je zoome out un peu de ma vue de perspective, on peut voir qu'on a une grille. Cette grille-là, que l'on voit en perspective, correspond à la même grille de construction à ce que l'on voit en vue de top. D'accord? Par contre, en vue de front, la grille de construction est différente, elle est indépendante de ce que l'on voit en top et en perspective. Donc, c'est simplement une grille de construction en vue de face. Et c'est la même chose ici, c'est une autre grille indépendante de construction qui est en vue de droite. D'accord? Quand on double-clique sur les vignettes, on peut maximiser notre viewport et le minimiser. Donc, comme vous pouvez le voir ici. Ou bien, vous pouvez simplement cliquer avec le bouton de droite au-dessus de la vignette top. Et vous avez les options où vous pouvez jouer avec votre viewport. Donc, vous pouvez aller ici, par exemple, tout en bas dans Viewport Properties et vous avez les propriétés de votre viewport. Pour le moment, ce n'est pas important. Ok, vous voyez le titre de votre viewport et la taille de votre viewport et ainsi de suite. Pour le moment, c'est pas important, mais plus tard, ça va vous servir. Donc, ce qui est bon à se souvenir, c'est qu'on peut double-cliquer ici ou bien simplement cliquer du bouton de droite et puis on a en cliquant sur Restore, on revient aux quatre vues initiales. Donc, vous pouvez cliquer avec le bouton droite et aller chercher Maximize ou simplement double-cliquer. D'accord? Donc, seulement vous souvenir de ça. Et c'est valide pour les autres viewports. D'accord? Donc, ça, c'est les quatre viewports. Si vous voulez, vous pouvez changer la configuration de vos viewports. Donc, vous avez ici une icône qui s'appelle For Viewports et vous pouvez sortir ce qu'on appelle en anglais un toolbar, une barre d'outils, et son titre c'est Viewport Layout. Et là, vous pouvez avoir différentes configurations, par exemple avec 3 viewports, les 4 viewports initiaux, vous pouvez maximiser pour avoir un seul viewport, ou bien si je retourne à 4 viewports, je peux aussi ajouter un autre viewport. Donc je clique là-dessus et je crée un autre viewport, d'accord? Donc ça c'est comme élément indicatif, mais c'est pas essentiel à ce stade-ci évidemment. Donc, on va retourner à nos 4 viewports initiaux et je vais simplement fermer cette barre d'outils. Donc, c'était cette icône-là qui me permettait de choisir la configuration de mes viewports. Dans mes viewports, j'ai une grille. C'est ma grille de construction. D'accord? Elle a une certaine dimension et j'ai une grille ici que vous voyez, ça, ce sont mes axes majeurs en gris foncé. Et ça, ce sont mes axes mineurs, en gris plus clair, d'accord? Donc, c'est bien divisé et c'est délimité. Vous avez ici votre axe X et votre axe Y, d'accord? Et si vous regardez ici, vous avez une icône qui montre X et Y, et vous avez un autre axe Z qui va en montant. Donc ça, ce sont les normes dans Rhinoceros quand vous allez commencer à bâtir. Donc vous portez toujours attention à ces axes-là. Comme ça, vous saurez dans quel plan vous travaillez. Donc là, vous avez l'axe Y et X. En vue de face, vous avez l'axe Z et X. Et en vue de droite, vous avez l'axe Z et Y. D'accord? Donc, essayez de vous souvenir de vous familiariser avec quel plan vous travaillez, dans quelle vue, et ainsi de suite. Donc, je vous recommande fortement de porter attention à ça. Évidemment, quand on commence à travailler avec Rhinoceros, bon, par défaut, je crois que ça vient déjà en gris et vous pouvez configurer comment est-ce que vous voulez que ce soit visible, parce que des fois, l'environnement de travail peut vous déplaire et ainsi de suite. Donc, vous pouvez le configurer selon vos goûts et pour plus de confort ou plus de facilité à voir, d'accord? Donc, pour changer certains paramètres dans votre environnement de travail, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va aller dans Tools et on va aller tout en bas chercher la fonction Options. Et dans Tools Options, on a, ça s'appelle le Rhino Options.
Dans Document Properties, on peut aller dans Gris. Dans Gris, ici, vous avez Grid Line Count. Donc, ça veut dire que ça s'étire à 200 pouces par 200 pouces. D'accord? Donc, si je tape 50 pouces, vous voyez tout de suite que la grille se réajuste à avoir une limite de 50 par 50. Je peux changer aussi mes axes, mais je peux aussi changer mes axes majeurs, donc mes axes mineurs, pardon. Donc ça c'est à chaque 0.25 pouces. Je peux le mettre à chaque pouce par exemple. Donc, on va voir ce que ça fait et bon, voilà, on a notre réajustement et les lignes majeures. Donc on peut augmenter à chaque 10 petites grilles mineures comme ça, d'accord? Donc si j'ai chaque grille qui est à 1 pouce, ça veut dire que ça, ce grand axe sera 10 pouces, d'accord? Et évidemment, vous avez aussi le snapping space. Donc ça veut dire que quand vous allez commencer à dessiner sur la grille, vous pouvez snapper en dessinant une ligne par exemple, et là dans ce cas-ci, ça va snapper à chaque 0.25 pouces. Si vous voulez que ça snappe à chaque pouce comme il est indiqué sur la visibilité de la grille mineure, vous avez simplement à taper 1 pouce comme ça. Je vais faire OK, et supposons que je veux dessiner une ligne, je vais zoomer, je vais aller tout en bas et je vais je vais activer le Grid Snap. D'accord? Donc le Grid Snap qui se trouve tout en bas. Et là maintenant, je sais que je snap à chaque 1 pouce. Et ainsi de suite. D'accord? Donc, je le répète, vous allez dans Tools, Options, vous allez dans Grid, et c'est dans Snap Spacing où j'ai pu ajuster à chaque pouce pour que ça puisse accrocher à ma grille. Si je veux que ce soit à chaque 0.25 pouces, mais je maintiens ma grille à 1 pouce chaque fois, donc je vais taper dans mon Snap Spacing à 0.25. OK. Et si je dessine une ligne, ben là maintenant, vous voyez, ça va snapper à chaque quart de pouce. Voilà. D'accord? Donc ça c'est pour ajuster la grille. Je vais retourner dans Tools Options. Si je veux changer son apparence, le look de ma grille, je peux aller dans Appearance. Et je vais aller chercher la petite vignette. Je vais simplement cliquer sur le petit plus pour faire apparaître le sous-menu Colors. Et là-dedans, je peux changer toutes les couleurs. D'accord? Donc, je peux changer la couleur de mon background. Si je veux un background, je sais pas moi, noir par exemple. Donc, tout de suite, on voit l'effet. Je vais peut-être le ramener à gris. Je peux aussi changer, évidemment, mes axes majeurs de ma grille. Donc, je peux aller dans Major Grid Line et je clique simplement sur la couleur. Et je peux faire un bleu. OK. La grille mineure, je vais donner un bleu un peu plus pâle. Voilà. Donc, vous voyez les effets. D'accord? Et c'est valide pour tous les autres éléments. Donc, j'ai, par exemple, mes lignes d'axe. Et ça, je trouve ça pratique, surtout pour les lignes d'axe, parce que je trouve que ce sont des couleurs qui sont un petit peu trop semblables. Moi, j'aime bien les rendre plus vides, plus vivides. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir, je vais choisir la ligne d'axe X. Et je vais cliquer sur la couleur et je vais dire, par exemple, fais-moi que l'axe X soit représenté en jaune. Donc là, vous allez voir tout de suite, si je clique OK, que tout de suite, mon axe X est beaucoup plus visible et je peux le voir ici. Donc, ma ligne d'axe Y, je vais faire la même chose. Je vais aller avec un bleu foncé et je vois apparaître. Et je peux faire la même chose avec mon axe Z et je vais donner un vert marin, comme ça. Bon, je peux aussi évidemment changer mes axes mondiaux ici, X, Y, Z. Donc si je veux, je peux les faire en blanc. Voilà, X, Y et Z, et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'on peut configurer son environnement de travail et l'ajuster à son goût. D'accord? Si jamais vous avez été un petit peu trop loin et que vous voulez retrouver les paramètres initiaux, tout ce que vous allez faire, vous avez ici dans le document d'options Restore Defaults, vous cliquez là-dessus et vous retrouvez par défaut quand vous avez ouvert Rhino pour la première fois, les couleurs. D'accord? Donc je vous invite à explorer pour ajuster certains paramètres. Vous faites simplement Tools Options et vous allez dans Appearance, ouvrez le sous-menu Colors et ajustez ici. D'accord? Ensuite, si vous voulez, vous pouvez aussi changer la couleur du background, l'effet de background. Vous pouvez aussi taper donc ce qu'on appelle ici la ligne de commande, là, la grosse boîte blanche ici, c'est la ligne de commande. Et je vous recommande de
la tirer comme ça vers le bas pour l'avoir un petit peu plus grande. Surtout si vous avez un grand écran, profitez-en dans ce cas. Et vous pouvez taper la fonction Gradient View, vous voyez. Et dès que je tape la commande Gradient View, j'ai une série d'options qui apparaissent, mais parce que j'ai continué à taper Gradient, il a tout de suite compris que c'était la fonction Gradient View. Je vais taper OK et je peux avoir un genre de dégradé bleuté qui est peut-être moins agressif sur nos yeux. Donc ça c'est une façon de travailler, que l'on travaille en wireframe, en shade ou en mode rendered, on aura toujours ça. Si on veut retourner au background gris, on peut taper simplement Gradient View. Et avec le curseur, je peux aller choisir la fonction Gradient View comme ça et je retourne à mon background initial. Donc comme je disais, ça c'est une fenêtre de commande. C'est là où on tape toutes les commandes, les fonctions, les options qu'on veut sélectionner. C'est une fenêtre qui est très importante et chaque fois que vous travaillez, je vous invite fortement à porter attention à ce qui se passe sur les lignes de commande. D'accord? Donc par exemple, si je veux dessiner une ligne, je peux utiliser la ligne de commande. Donc je tape Line. Et puis tout de suite, là en première option, j'ai ici la fonction line. Donc je peux taper soit Enter ou avec mon curseur, je peux aller sélectionner ça. Donc là, vous voyez, quand je tape line, j'ai mon curseur qui devient une croix et je peux commencer à dessiner une ligne. D'accord? Et c'est valide pour n'importe quelle autre fonction. Si je tape par exemple box pour boîte, donc je dessine une boîte et là il me demande premier coin. Donc, je vais dessiner le premier coin, other corner of base, donc je détermine sa longueur, et ensuite je détermine sa hauteur. Et c'est comme ça que je dessine. Évidemment, pour certaines personnes, il y en a qui aiment bien taper les commandes manuellement. C'est une question d'habitude. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'un environnement de type AutoCAD. Donc, parce qu'ils sont habitués à taper les commandes de manière manuelle, c'est quelque chose qui les rend très à l'aise. Et ça peut être rapide. Si on connaît les fonctions par cœur, ça peut servir. Mais souvent, quand on travaille et qu'on a des fois des problèmes à joindre des surfaces et on ne comprend pas pourquoi, des fois Rhinoceros va expliquer pourquoi ça ne marche pas. Donc je vous invite toujours à porter attention à ce qui se passe dans la ligne de commande. Évidemment, vous pouvez ici, au coin extrême, vous pouvez remonter. Vous voyez, je clique sur la flèche du haut et je peux avoir un descriptif de tout ce qui s'est passé auparavant, des différentes fonctions qui ont été utilisées, d'accord? Donc, vous pouvez toujours remonter pour voir ce que vous avez fait comme fonction et ainsi de suite. Donc, ça, c'est ma ligne de commande. Ici, vous avez la barre d'outils. Donc, ça, c'est classique dans tout environnement Windows. Donc, vous avez pour ouvrir les nouveaux documents, pour ouvrir. Ça, c'est pour commencer des nouveaux documents. Ça, c'est pour la sauvegarde. Donc, vous voyez, vous avez un petit descriptif. Si je passe mon curseur au-dessus, la petite boîte jaune qui se dit Save Export. Donc, vous voyez qu'en cliquant le bouton de gauche, je fais un Save. En cliquant le bouton de droite, je fais un Export et ainsi de suite. Donc, ça, c'est pour imprimer et ainsi de suite. Donc, ça, c'est les Undo, évidemment. Vous avez le Pan, Rotate, Zoom. Donc, si je clique sur la main, je peux faire ce qu'on appelle un Pan. Si je fais Rotate et je vais en perspective, par exemple, je peux faire une rotation. Et le zoom, évidemment, avec la loupe, zoom in, zoom out. Évidemment, c'est pas la manière la plus rapide quand on veut manipuler un objet. Donc, si je double-clique ici pour maximiser mon viewport, ce que je recommande, c'est que vous appuyez, par exemple, sur Shift et sur le bouton de droite et vous faites ce qu'on appelle un pan. D'accord? Shift, bouton de droite. Si je clique seulement sur le bouton de droite, vous faites une rotation. Et si je fais CTRL, bouton de droite, là, je fais un zoom in, zoom out. Donc, je répète, ça, c'est pour la fenêtre en perspective. Si je fais Shift, bouton de droite, je fais un pan. Si je fais simplement le bouton de droite, je fais une rotation. Et si j'appuie sur CTRL, bouton de droite, je fais zoom in, zoom out. Ça, c'est dans la fenêtre de perspective. Dans les autres vues, c'est ce qu'on appelle des vues orthographiques, donc la vue de top, la vue de droite et la vue de face. C'est différent de la perspective légèrement parce que vous ne faites pas de rotation dans ce cas-ci. Donc, je rappelle que dans perspective, en faisant le bouton de droite, c'est une rotation. Mais en vue orthographique, en vue de top, si je fais simplement le bouton de droite, c'est pan.
D'accord? Donc la même chose ici en vue de face et en vue de droite. C'est simplement panne. Et si je fais CTRL bouton droite, là je fais zoom in, zoom out en vue de perspective. Donc tout ce que vous avez besoin de faire en vue orthographique, c'est les zoom in, zoom out et les pannes pour déplacer. Vous pouvez aussi utiliser le bouton du milieu de la souris pour faire zoom in, zoom out si vous préférez. D'accord? Donc ça c'est essentiellement pour les manipulations. Ensuite, on procède pour la sauvegarde des gabarits. Donc, comme je disais, en allant dans Tools Options, vous pouvez faire tous les ajustements de votre grille. Donc, décider de la taille de ma grille et ainsi de suite. Ce que vous pouvez aussi changer, ce que vous devez vous assurer aussi, c'est dans quelle unité vous travaillez. Donc, juste en dessous de Grid, vous allez dans Units, et là, vous pouvez choisir quelle unité de mesure vous voulez travailler avec. D'accord? Vous avez toute une panoplie en cliquant sur le tab Inches et sous le titre Model Units, et vous pouvez voir ici quelle unité vous voulez travailler avec. Ça, c'est la tolérance. Donc, ça, c'est avec quel niveau de précision vous voulez travailler. Moi, personnellement, quand je travaille, j'aime bien travailler au millième de pouce. Ok, c'est un bon degré de tolérance. Donc, typiquement en pouce, je vais travailler au millième. Peut-être que si vous travaillez en millimètres, peut-être que vous voudriez travailler au centième de millimètre. C'est à vous de voir. Mais si vous voulez être précis, je vous recommande d'être surtout en pouces. Là, moi, c'est une habitude que j'ai développée. Je travaille toujours en millième de pouce. D'accord? Cela, je les laisse par défaut. L'angle et la tolérance relative, je les laisse par défaut, je me casse pas la tête avec ça. Dans les distance display, bon, comment est-ce que les chiffres vont être affichés? Donc, si je travaille en pouces particulièrement, ça va être, je peux choisir en décimale ou en fraction ou en pied et en pouces. Donc, si je fais en décimale, les chiffres vont me représenter avec 3 chiffres significatifs, d'accord? Je peux choisir avec combien de chiffres significatifs après la virgule je veux avoir comme niveau de précision. D'accord? Donc ça, c'est simplement comment est-ce que ça va afficher vos distances. C'est pas ça n'indique pas le degré de précision. D'accord? C'est simplement pour afficher la distance. Donc je rappelle que c'est vraiment ici où vous allez déterminer la précision de votre modélisation. Si je vais en fraction, donc mes unités vont être représentées soit au 32e, soit au 16e, au 8e, au quart, au demi, ainsi de suite. Et si je fais en pieds et pouces, ben voilà comment est-ce que ça va être représenté. Donc les gens qui travaillent en architecture et ainsi de suite, peut-être design d'intérieur aussi, vont peut-être avoir tendance à travailler avec ces unités-là ou en fraction. Mais typiquement en design de produit, nous on aime bien travailler en décimale, d'accord? Donc ça c'est une des premières choses que je vais regarder, ce sont les unités, et ça se retrouve toujours dans le Rhino Options, donc sous Units, d'accord? Pour le moment, je n'ai pas besoin d'expliquer ça. Je vais simplement me contenter de garder ça fermé. Donc, je regarde Units. Donc, comme j'avais dit, je parlais de Appearance. Si jamais vous voulez changer la barre d'outils pour que ce soit en une autre langue, ben, vous pouvez aller dans Appearance et vous allez cliquer tout en haut Language Used for Display. Et si vous avez installé dans différentes langues telles que le français ou autre, ben, vous auriez d'autres options. Donc, si je l'avais installé en français, ben, je pourrais choisir pour que Rhino puisse faire les fonctions, exécuter, faire les exécutions des lignes de commande en français et ainsi de suite. D'accord? Ensuite, bon, comme je disais, en cliquant sur le petit plus, vous pouvez changer tous les paramètres ici de votre grille et plus encore. Donc ça, je vous laisse explorer ça aussi là. C'est peut-être ce qui pourrait vous intéresser aussi, c'est Selected Objects. Donc supposons que je fasse Cancel ici. Vous voyez, quand je sélectionne, c'est en jaune, d'accord? Et si je retourne dans Tools Options, je retourne dans Appearance, Colors. Je peux changer mes objets sélectionnés, au lieu de jaune, je peux passer à rouge. D'accord? Donc je fais OK. Et voilà, vous voyez que c'est rouge maintenant. D'accord? Une fois que vous avez fait tous les changements dans le background, la taille de votre grille et tout ça, et que vous êtes à l'aise avec ce type d'environnement-là, vous pouvez le sauvegarder
donc en faire un gabarit, tout ce que vous avez à faire, c'est File, Save as Template. Vous cliquez là-dessus et vous tapez par exemple mes settings, mes ajustements, ainsi de suite, et vous faites une sauvegarde. Donc si je fais par exemple My Settings, comme ça, je fais Save, et donc chaque fois que je vais faire File New, j'ai ici My Settings. D'accord? Et vous voyez déjà, bon, il a sauvegardé même la géométrie, mais si vous avez fait les ajustements avec vos paramètres et ainsi de suite, vous pouvez créer votre propre gabarit. Sinon, vous avez par défaut Rhino qui vous propose les différentes options possibles, que vous travaillez en centimètres, en pieds, en pouces et ainsi de suite. Donc là, ils disent Large Objects et Small Objects. Quand c'est Large Objects, ça veut dire que les tolérances sont moins grandes. Par exemple, si je clique sur Large Objects Feet, là, il dit justement l'unité est en pied et les tolérances dans Rhino seront ajustées à 0.01 pied. Par contre, si je vais dans Small Object, vous voyez que je travaille toujours en pied. J'ai cliqué sur Small Object Feet, mais les tolérances sont à 0.01 pied. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il y a plus de précision. Donc, ça, ce sont les gabarits par défaut. Donc, chaque fois que je fais File New, fichier nouveau, c'est comme ça que je peux loader. Par exemple, moi, j'aime bien travailler souvent avec Small Object Inches, avec les tolérances 0.001 déjà par défaut. Donc, je fais Open et il va m'ouvrir la grille avec, vous voyez, des ajustements qu'il a fait. Donc, souvent, j'ai travaillé avec cette fonction-là. Par la suite, ok. Donc, maintenant, on va explorer quand on veut sélectionner des objets. Donc, vous avez ici, si je maximise mon viewport, vous avez ici une série de géométries. On a des courbes, on a des points, des surfaces et des polysurfaces. Donc, si je veux faire des sélections, je vais retourner dans ma vue de top. Il y a deux manières qui sont utilisées. Vous pouvez simplement, en cliquant avec le bouton de gauche et tirer de la gauche vers la droite, et vous allez faire une boîte. Vous voyez, ça c'est une boîte, une sélection. Et mon curseur, quand vous regardez le rectangle qui est de sélection, c'est une ligne pleine. D'accord? Donc là, je dessine une boîte qui va tout sélectionner. D'accord? Si je pars de la droite vers la gauche, là c'est différent. Vous voyez que c'est en pointillé. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, supposons que je veux sélectionner cet élément, cet élément, cet élément et cet élément. Donc, si je pars de la gauche vers la droite, je dois dessiner une boîte qui va tout comprendre mes éléments. Donc, vous voyez, j'ai sélectionné les éléments que je voulais en plus de celui-là. Mais si je partais de la gauche, de la droite, pardon, vers la gauche, là, c'est le rectangle que je dessine, c'est des lignes pointillées. Là, je n'ai pas besoin de tout comprendre dans la boîte. Je peux faire une sélection comme partielle de mes géométries et il va sélectionner. Vous voyez la différence? Donc, si je fais de la droite vers la gauche et je fais la même chose, là, il va sélectionner seulement ces deux éléments parce que j'ai pas réussi à les comprendre dans mon rectangle entièrement ici. Mais de la droite vers la gauche, il suffit que ma ligne pointillée touche partiellement les autres géométries et il va sélectionner. Donc, voilà la différence quand je fais mes sélections. Au fur et à mesure qu'on travaille, on va voir que en créant les points, les lignes, les surfaces, l'environnement de travail commence à devenir très mêlé et tout ça. Donc, pour sélectionner les objets, au lieu de choisir un à un comme ça, je peux aussi utiliser ce qu'on appelle ici un filtre de sélection. Donc, je vais simplement tirer, vous voyez le petit triangle en bas à droite, je vais simplement tirer ça et sortir ma boîte d'outils. Et ça, c'est mon filtre de sélection. Donc, je peux y aller ici, par exemple, et tout ce qui est des courbes, je sélectionne mes courbes. D'accord? Et là, je peux cliquer sur l'ampoule pour cacher temporairement. Et je garde les autres éléments. Donc, j'ai caché de manière temporaire, en cliquant sur l'ampoule, les courbes. Je peux, par la même occasion, aller ici et sélectionner tous les points. Et les cacher temporairement si je veux. Ensuite, toutes les surfaces. Et je cache temporairement. Et toutes les polysurfaces. Et je peux cacher temporairement. D'accord? Et vous avez ici toute une série de filtres de sélection. Donc, vous pouvez sélectionner toutes les cotes et les cacher et ainsi de suite. Vous pouvez sélectionner par couleur, par couche et ainsi de suite.
Pour faire réapparaître mes géométries, tout ce que j'ai à faire, c'est retourner sur l'ampoule et je clique du bouton droite et je fais tout réapparaître. D'accord? Donc ça, c'est pour les sélections. Par la suite, je peux aussi, dans Rhinoceros, grouper et dégrouper des éléments. Donc, je peux, par exemple, prendre ces deux courbes-là et je peux les grouper. Donc, maintenant, si je retourne ici, j'ai les éléments qui ont été groupés. Donc, c'est cette icône-là ici qui s'appelle Group. Je peux, encore une fois, sélectionner ces éléments-là et cet élément-là et je peux les grouper. Donc, maintenant, ça s'est groupé. Si je veux ajouter à mon groupe de manière individuelle, je peux aller chercher ici, faire groupe, et je peux ajouter add to group. Je vais chercher cette géométrie-là. Non, j'ai fait une erreur. Si je veux sélectionner ça et ça va ajouter au groupe. Si je veux séparer, si je veux enlever de manière individuelle, par exemple. Donc, peux cliquer sur le Remove from Group, là où il y a le petit moins, et je peux sélectionner cette géométrie-là, et je l'enlève du groupe. Ceux-là sont restés, et celui-là a été enlevé. Si je veux complètement les dégrouper, chacun, j'ai juste à aller ici, On Group. Et donc, je clique encore, et voilà, là, je les ai dégroupés. D'accord? Donc, ça, c'est Group on Group, ça va servir plus tard. Ensuite, ce qui est important à voir quand on travaille dans l'environnement de travail, c'est les fenêtres de propriété et les layers. Par défaut, je pense qu'il y aura aussi display. Ça, on n'a pas trop à s'en préoccuper, c'est pas important. Et on a aussi le menu d'aide si on a besoin. D'accord? Ça, j'y reviendrai plus tard. Mais essentiellement, quand on travaille, ça va être la fenêtre des propriétés et des layers qui vont nous servir. Je vais revenir plus tard avec la fenêtre des layers, mais supposons que je vais simplement les sortir pour vous en faire la démonstration, parce que je ne pense pas qu'ils apparaissent dans le menu une fois qu'on démarre la première fois Rhinoceros. Pour appeler les fonctions fenêtre de propriété et de couche, les calques, vous avez ici cette icône-là. Cette première icône, c'est pour faire apparaître la fenêtre des propriétés. Donc, vous voyez, je clique là-dessus et j'ai une barre d'outils qui se promène dans mon environnement. Donc là, maintenant, je peux l'approcher. Vous voyez, quand ça commence à surligner dans cette couleur-là, je peux faire ce qu'on appelle un docking. Donc, je peux amener mon tab et je l'ai amené sur cette colonne-là. D'accord? Donc là, j'ai ma fenêtre des propriétés qui va rester de manière permanente. Et je peux, par la même occasion, cliquer ici pour les couches, les calques. Donc, ça s'appelle Edit Layers. Je clique avec le bouton de gauche et je fais apparaître les calques. Donc là, je vais prendre avec mon curseur, je vais aller chercher la vignette Layers et je vais simplement faire un genre de drag and drop et je l'amène dans cette colonne-là. Donc là, maintenant, je peux, avec mon curseur, le repositionner comme ça. D'accord? Ça, c'est mon calque. Donc, dans mon calque, vous voyez, j'ai divisé en différents noms, points et ainsi de suite. D'accord? Donc, ce que j'ai fait, j'ai simplement été ici et j'ai cliqué sur cette icône New Layer et j'ai nommé chacune des couches en point, cercle, courbe et ainsi de suite. D'accord? Donc ça, c'est pour faire apparaître un nouveau calque. Dans ce cas-ci, je n'ai pas besoin de celui-là parce que j'ai déjà créé tous ces calques-là. Donc, je les ai nommés point, cercle, couche et ainsi de suite. Cercle, courbe et voilà. Donc, si jamais je veux assigner tous mes points dans le calque point, ben, je peux simplement aller avec mon fil de sélection, sélectionne tous les points, d'accord, donc là on voit qu'ils sont surlignés, ils sont sélectionnés, et je vais aller avec mon curseur, aller sur le calque point, et je clique du bouton droite et je fais Change Object Layer. Là maintenant, si je clique sur l'ampoule, ça veut dire que je les ai assignés dans le calque point. Par la même occasion, si je veux sélectionner les cercles, donc je peux par exemple sélectionner ce cercle-là, et je vais faire clic du bouton droite avec mon curseur ici, Change Object Layer, et là je clique sur la petite ampoule ici, et ça veut dire que j'ai assigné ce cercle-là dans ce calque. Les courbes, clic du bouton droite, Change Object Layer,
Voilà, ça s'est changé. Ensuite, je peux prendre tout ce qui est des polysurfaces. Donc, je vais revenir avec plus tard avec la définition de polysurface, mais je peux aller chercher ici, voilà, Select Polysurface. Donc là, il va me chercher tous les éléments qui sont des polysurfaces et le mettre dans la couche polysurface, donc avec Change Object Layer. Vous voyez, quand la raison pourquoi ça a changé de couleur, c'est parce que le calque est d'une différente couleur. Donc, si je clique sur la petite boîte ici, je peux choisir, pour des raisons de visibilité, de facilité de travail, je peux choisir la couleur que je veux de mon calque et mes géométries vont être assignées la même couleur. D'accord? C'est simplement en cliquant sur cette petite boîte. Donc, pour mes points, ben, ça sera un petit peu moins visible pour les points, mais je peux cliquer là-dessus sur bleu. Et donc là, vous voyez que mes points sont bleutés. Mon cercle, je peux cliquer là-dessus et je peux le faire rouge, par exemple. Et là, vous voyez, il appartient au calque rouge, comme ça. D'accord? Donc ça, c'est comment travailler avec les couches. Et évidemment, vous pouvez, cliquant sur New Layer, créer autant de couches que vous voulez et les nommer comme vous voulez. D'accord? Donc si vous voulez les renommer, vous faites simplement double-cliquer là-dessus. Et vous pouvez taper ce que vous voulez pour assigner une nouvelle terminologie à votre calque et ainsi de suite. Donc vous double-cliquez pour changer son nom. Pour les éliminer encore, vous faites simplement cliquer sur le X, c'est Delete. Et si vous voulez, vous pouvez créer des sous-calques. Donc vous pouvez créer calque numéro 1 par exemple, et je peux ensuite, en sélectionnant ça, je peux créer des sous-calques. Donc là-dessus, je crée un sous-calque 1. Et je dois recliquer dans calque 1 et je crée un sous-calque 2 et ainsi de suite. Et vous pouvez en créer encore d'autres sous-calques. Donc si je vais sur sous-calque 2, je peux créer un autre calque. Et vous voyez, j'ai une arborescence qui apparaît. Donc, je vais simplement le laisser comme ça. Je peux créer autant de sous-calques dans mes sous-calques et ainsi de suite. Vous voyez que ça peut devenir assez complexe, mais vous allez voir avec la pratique, vous allez comprendre l'utilité de ces calques. C'est très important au fur et à mesure que vous allez travailler de nommer correctement vos géométries. Ça va énormément vous servir, d'accord? Donc, familiarisez-vous avec cet environnement. Tout ce que vous avez à savoir essentiellement, c'est comment créer des nouveaux calques. Si vous avez vraiment besoin, vous pouvez créer des sous-calques. C'est pas si critique que ça à ce stade-ci, mais quand vous allez comprendre comment ça marche, surtout avec des scènes complexes, ça va probablement vous servir. Vous pouvez ensuite éliminer vos calques. Vous pouvez changer l'ordre de vos calques, donc simplement sélectionner votre calque 1 par exemple, et avec la flèche du haut, je peux positionner dans ma fenêtre de calque où je veux, où je le désire. Je peux le descendre aussi. Maintenant, ne soyez pas influencés comme avec d'autres logiciels paramétriques. L'ordre du calque ne veut pas dire que c'est comme une géométrie qui est par rang par rapport à d'autres géométries, d'accord? Oubliez tout ça, des notions comme vous avez vu dans SolidWorks, dans Katia et ainsi de suite. L'ordre de mon calque ne va pas influencer mes géométries du tout. C'est simplement pour les dissocier dans ma fenêtre d'environnement, pour cacher les géométries pour des fins de facilité de travail. Donc, je peux cacher tous mes points et ainsi de suite. Au lieu d'utiliser Hide on Hide, je travaille avec mes calques et je peux travailler comme ça en cachant mes différentes géométries. D'accord? Donc, ça, c'est pour la fenêtre des calques. La fenêtre des propriétés, je vais simplement retourner ici et faire réapparaître mes géométries et je vais aller dans ma fenêtre des propriétés. Ce qui est intéressant, si je maximise ça, bon, supposons que je vais cliquer, j'ai ici objet. Bon, je vais aller dans ma fenêtre des propriétés. Donc ça, cette fenêtre des propriétés, par défaut, si je n'ai rien sélectionné, ça va simplement donner les propriétés de mon viewport. Donc là, il me dit que le titre, c'est perspective. Effectivement, on travaille en perspective. La taille, la résolution dans laquelle je travaille, et ainsi de suite. Si je sélectionne cette courbe-là, par exemple, tout de suite, dans ma fenêtre des propriétés, vous voyez qu'il va me dire type
de géométrie. Donc, c'est une courbe fermée. D'accord? Et ça, ce sont des éléments qui vont être importants. Donc, c'est pour ça que je recommande souvent de garder la fenêtre des propriétés et des couches allumées de manière permanente. C'est pour que vous puissiez toujours faire référence entre votre géométrie et voir qu'est-ce qui constitue cette géométrie exactement. Donc, on voit que ce type de géométrie, c'est une courbe fermée. Et dans quelle couche il appartient? Donc, il appartient en ce moment dans la couche Object. Donc, si je retourne dans mon calque, Objects, si je veux sélectionner tous les objets qui appartiennent à la couche Object, je vais ici, je fais clic du bouton droite, Select Objects, et vous voyez, ça, ce sont toutes mes géométries qui apparaissent, qui appartiennent à la couche Objects. Donc, si je retourne dans ma vignette de propriété et je sélectionne cette courbe-là, c'est-à-dire qu'il appartient à la couche Object. Je peux changer de calque si je veux, simplement en allant ici, cliquant sur cette flèche, et j'ai ici tous mes calques que l'on avait créés. Donc, je peux, par exemple, changer comme ça simplement dans quel calque je veux qu'il apparaisse. Donc, je peux le mettre dans Circles. Donc, si je le désélectionne, vous voyez tout de suite que là, je l'ai changé de calque. Donc, je sélectionne ça, je suis dans ma fenêtre des propriétés. Et si je veux le ramener à Objects, je vais simplement cliquer là-dessus. Donc, ça, c'est pour le titre Layer. Display Colors. Donc, par défaut, Display Color by Layer. Ça veut dire que cette géométrie-là, si je retourne dans mon layer, il est noir ici, d'accord? Donc, quand je fais by layer, ça veut dire qu'il va prendre la même couleur que mon layer. Donc, mon layer, parce qu'il était noir, mais ma courbe ici va être représentée de manière noire. Je peux toujours changer n'importe quelle couleur que je désire, tout en mais qui reste toujours dans le calque Objects, d'accord? Donc, il est dans le calque Objects. Je peux, au lieu de l'assigner par couleur, que la couleur soit la même couleur que ma couche, je peux par exemple changer à vert. Et parce que c'est vert, ça ne veut pas dire que j'ai changé de couche. Il appartient toujours à la couche Object, c'est juste que la couleur a changé, d'accord? Ça peut servir dans certaines situations, mais ça peut porter à confusion parce que s'il est vert, on peut croire qu'il appartient à la couche, par exemple, polysurface et ainsi de suite, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, la fenêtre des propriétés va vraiment permettre de savoir à quelle couche ça appartient, mais je veux simplement que vous sachiez que vous pouvez changer autant de couleurs que vous voulez, mais par défaut, c'est mieux de le laisser quand même peut-être à by layer au début pour éviter toute forme de confusion, d'accord? Donc ça c'est la partie la plus importante, je dirais, c'est quel type d'objet on a. Ça c'est dans ce cas-ci, c'est une courbe fermée, dans quel layer ça appartient. Pour le reste, je préfère ne pas trop en discuter à ce stade-ci. On va garder ça le plus simple possible. Si je zoom out un peu, je peux sélectionner par exemple ça. Et si je regarde dans ma fenêtre des propriétés, là il me dit type Open Surface. Donc ça c'est une surface ouverte. Donc, une surface, c'est simplement une géométrie qui est déterminée, qu'une surface a été assignée, mais il n'y a pas d'épaisseur. Donc, la définition d'une surface, c'est une géométrie 3D, mais qui n'a pas d'épaisseur. C'est simplement une surface. Si je sélectionne par contre cette géométrie-là, d'accord, et je vais dans ma fenêtre des propriétés, ben là, il dit que c'est une polysurface fermée. Donc, c'est un agencement de plusieurs surfaces ensemble qui ont été jointes et qui font que c'est une polysurface fermée. Quand c'est une polysurface fermée, ça veut dire que c'est un solide. Et quand c'est un solide, essentiellement, ça veut dire qu'on peut prototyper la pièce. D'accord? Donc, on a ici un solide et ici, on a un autre solide, closed polysurface. Donc, ça va vraiment servir, cette fenêtre de propriété, à voir le descriptif de notre géométrie. Si je veux, je peux cliquer sur Details tout en bas et là, il va me donner des détails en ce qui concerne cette géométrie-là. Donc, c'est une polysurface, son identification, bon, valid polysurface, c'est beaucoup de détails, mais au fur et à mesure que vous allez l'apprendre, vous allez voir la valeur de tout ça, mais il va vous expliquer combien il y a de vertex, de polygones si on fait un objet en maillage, un mesh, et ainsi de suite. Donc, c'est simplement pour avoir des détails supplémentaires sur votre géométrie, simplement en cliquant sur Details. Mais à ce stade-ci, c'est pas si grave. OK. Ensuite, on a ce qu'on appelle ici le Snapping Toolbar. Donc ici, vous avez tous les éléments de snapping qui seront nécessaires à travailler.
il se peut qu'il ne soit pas activé. Donc ça, c'est quand ce n'est pas en gras ici, vous voyez le haut snap, c'est-à-dire qu'il est désactivé. Donc je peux cliquer ici et là je l'ai activé. Donc j'ai snap en endpoint, en near, en point, en mid et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Supposons que je vais simplement mettre en vue de top. Supposons que je veux connecter des lignes qui vont s'attacher à des points, qui vont s'ancrer à des points. Je peux, par exemple, aller chercher mon icône ligne. Là, j'ai mon curseur et je peux snapper en point. Donc, je vais simplement décocher toutes les autres options et je vais faire snap to point. Donc là, je vais chercher ce point-là, va me chercher ce point-là, ce point-là, ce point-là, et ainsi de suite. Donc, il va seulement snapper à ces points-là. D'accord? Si je suis en near, je peux dessiner une ligne. Et là, je peux snapper n'importe où sur ma ligne parce que je suis en mode near. Donc là, je peux snapper comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et ainsi de suite. D'accord? Si je suis en endpoint, je clique sur cette icône-là. Endpoint, c'est partout, les terminaisons. Là, quand j'avais dessiné ma ligne, c'était d'un point à un autre, et ensuite j'ai continué d'un point à un autre. Donc, c'est simplement tous les endpoints, les extrémités. Donc, je snap de ce endpoint à ce endpoint, par exemple, et je snap de ce endpoint à ce endpoint. D'accord? Si je veux lancer ma commande ligne, comme ça, je fais Enter. Donc, je recommence, je vais dessiner une ligne, je clique avec mon bouton gauche, et je clique encore avec mon bouton gauche. Là, j'ai dessiné ma première ligne et je peux continuer autant de fois que je veux. Si je veux terminer ma ligne, je fais simplement cliquer du bouton droite et c'est Enter. D'accord? Donc, vous pouvez faire soit comme ça et cliquer avec le bouton droite, ou vous pouvez taper sur le keyboard Enter, ou encore Spacebar, et ça va terminer. D'accord? C'est comme ça qu'on dessine au fur et à mesure. Donc là, c'est ça. Je suis en endpoint. Voilà. Ensuite, je peux snapper en midpoint, donc je dessine une ligne et je peux aller chercher le milieu de cette courbe-là. Donc là, vous voyez, il active tout de suite midpoint, et ainsi de suite. Donc il va me trouver le milieu de ma ligne. Ça, c'est center point. Donc supposons que je dessine un cercle, donc je vais simplement cliquer du bouton de gauche, déterminer le diamètre et ainsi de suite. Et je veux chercher le point, et je veux placer un point au centre, donc je peux cliquer sur mon point, j'active centre, et j'amène mon curseur en périphérie, et il va tout de suite snapper au centre, comme ça. D'accord? Donc ça c'est avec la fonction center. Ça c'est l'intersection, vous avez perpendiculaire, donc par exemple perpendiculaire, ça je peux par exemple tracer une ligne ici, snapper en perpendiculaire, puis il va me chercher la perpendicularité par rapport à cette ligne-là. Donc là, il m'a dessiné ça. Donc si je vais ici, je clique du bouton de gauche, je snap en perpendiculaire et je fais simplement passer mon curseur et il snap en perpendiculaire. Même chose ici. Voilà. D'accord? Tangente, donc je peux dessiner une courbe ici, à peu près comme ça, et je peux aller chercher, là j'active ma tangence, et je vais aller chercher sa tangente ici, je trace un autre point ici, et je lui dis, essaie de me trouver la tangente, et il va me trouver cette tangente-là. D'accord? Donc ça c'est tangente. Quad, c'est intéressant aussi, donc quad, sur mon cercle, si je place un point, et j'active quad, vous voyez ici, snap en quad, 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 comme ça. On appelle ça des extrémums. Donc, c'est comme la partie la plus élevée de ma courbe. Pour plus de simplicité à comprendre, si je dessine une courbe ici, donc je vais cliquer ici pour dessiner une courbe 2D. Donc, je vais dessiner une série de vallées comme ça. D'accord? Et je veux placer un point en quad. Donc, je prends mon point et je peux aller trouver le quad. Donc, si je promène mon curseur, vous voyez, là, il ne va pas snapper, il ne va pas snapper. Et là, il snap. Donc, ce sont tous les sommets. Dans CATIA, on appelle ça des extrémums. Et ça sert beaucoup. Donc, ça, c'est la fonction quad. Note, j'y reviendrai plus tard. C'est vraiment pas utilisé souvent. Vertex, ça aussi, ça c'est plus avec des maillages, des mèches, des objets mèches.
Donc voilà. Et si vous voulez activer ou désactiver vos snaps, vous pouvez cliquer sur Disable ici, d'accord? Donc si jamais souvent, au fur et à mesure qu'on modélise, on ne porte pas attention, puis on peut avoir une série de snaps qui sont activés. Ben, au fur et à mesure qu'on travaille, bon, ça peut être dans le chemin, ça peut déranger, puis ça snap tout le temps. Ben, vous pouvez cliquer sur Disable et vous pouvez travailler sans que ça vous dérange, sans que ça snappe à aucune autre géométrie, d'accord? Donc, ça, c'est pour les snapping toolbars, d'accord? Donc, je vais double-cliquer ici et je retrouve mes 4 viewports. Comme vous pouvez voir aussi, mes viewports, je peux, avec mon curseur, je peux changer leur taille de mes viewports, d'accord? Simplement en tirant avec mon curseur sur les barres qui délimitent mes frontières pour les viewports. Donc, je peux déterminer quelle taille ça va prendre. Et je vous rappelle, vous n'avez pas besoin de tout le temps réajuster pour essayer de retrouver la forme initiale. Vous avez simplement à cliquer ici, For Viewports, et vous allez retrouver vos 4 viewports. D'accord? Au fur et à mesure que vous travaillez, il se peut que vous voulez des explications, comment certaines fonctions marchent. Par exemple, si je veux faire exploser une géométrie, donc je vais en perspective et je zoom in, je peux sélectionner ça et je vais faire explode. D'accord? Donc là, j'ai fait explode, donc command underscore explode. Ça, c'est la fonction que j'ai lancée et il dit exploded a polysurface into 6 surfaces. Donc là, j'ai fait séparer mon solide en plusieurs surfaces. D'accord? Donc, si je retourne à ma fenêtre des propriétés, maintenant il me dit Type Open Surface quand je clique là-dessus. Alors qu'avant c'était Closed Polysurface. Et je vous rappelle, Closed Polysurface, ça veut dire que c'est un solide. D'accord? Si jamais ça dit, même si jamais c'est fermé et que ça dit Open Polysurface, ça veut dire qu'il y a une ouverture quelque part, qu'il y a ce qu'on appelle un gap. Et à cause de ça, vous ne serez pas en mesure de faire du prototypage. Donc, faites attention. Si vous voulez vous assurer que vos modèles sont des solides et que vous voulez faire du prototypage avec, assurez-vous que c'est un closed polysurface. Ça, c'est très important. Donc là, j'ai lancé la fonction explode, d'accord? Et en tapant F1, vous avez ici votre menu d'aide, le help menu. Donc, vous pouvez taper n'importe quelle fonction, explode par exemple, enter. Et vous avez ici la description de ce que la fonction explode fait. Et si vous cliquez sur le petit bouton play, il va vous montrer exactement qu'est-ce que ça permet de faire. Donc, avec un descriptif. Et c'est valide pour n'importe quelle fonction. Donc, si je vais dans mon menu d'index et je tape line, d'accord, là encore une fois, je peux cliquer sur play et il va vous expliquer comment dessiner des lignes et ainsi de suite. Donc, différentes vidéos qui vont vous permettre d'assimiler l'information. Donc ça va vous servir énormément. Donc ça, c'est simplement en tapant la touche F1, d'accord? Ça, c'est le menu d'aide. Maintenant, je vais parler des outils de transformation, tels que déplacer des géométries, et ainsi de suite. Donc, si je maximise ça, je vais faire une petite démonstration comment est-ce que je travaille mes géométries pour les déplacer et ainsi de suite en utilisant mon snapping toolbar. Et vous avez ici cette icône qui s'appelle un outil de transformation. Donc, je vais simplement cliquer là-dessus sur la petite flèche et sortir ma barre d'outils. Donc, ça, c'est ma barre d'outils Transformation et je peux faire une série de déplacements et de rotations. Donc, ça, cette icône-là, c'est Move. Donc, comme vous voyez ici, sur mon toolbar principal, c'est Move. Donc, ça, c'est pour déplacer. Je peux faire des copies, je peux faire des rotations. Je peux faire des scales, donc de mise à l'échelle. Je peux travailler faire un miroir de ma géométrie. Et j'ai une série d'autres fonctions que j'expliquerai beaucoup plus tard à quoi elles vont servir. Donc, si je veux faire une manipulation, je peux prendre ma géométrie et je peux dire, par exemple, si je veux déplacer ma boîte et que je veux que ça snap de ce coin-là à ce coin-là, tout ce que j'ai à faire, c'est Move. Je me snap en Endpoint. Voilà. Je clique avec mon bouton de gauche et là, je vais simplement aller chercher l'autre coin
de mon rectangle et je clique encore sur mon bouton de gauche et j'ai fait mon déplacement. D'accord? Donc, je répète, je sélectionne ma boîte, je fais Move, je suis en mode Snap Endpoint, je prends ce endpoint là et je peux aller chercher ça et ainsi de suite. D'accord? Je peux aussi, par exemple, si je veux placer mon cône au-dessus de mon cercle, je peux faire Move, sélectionne ça, Enter. Là, il me demande Point to Move From. Donc, je veux que ça snap au centre de la base de mon cône. Donc, je vais peut-être aller snapper en Center. Je vais amener mon curseur proche du périmètre et ça va snapper automatiquement. D'accord? Et maintenant, si je veux amener mon cône au-dessus de mon cylindre, je vais simplement amener mon curseur proche du périmètre de mon cylindre et automatiquement il va snapper au top comme ça. D'accord? Donc là, je peux sélectionner ça et mon cylindre. Je peux les grouper par exemple. Et je peux par exemple déplacer en faisant Move, Snap en centre et il va me chercher le endpoint. Donc parce que j'ai Center et Endpoint qui sont activés, donc je suis en mesure de faire en même temps snapper, d'aller chercher le centre de mon cercle et d'aller snapper au coin ici. D'accord? Je peux prendre ma sphère, on va voir ce que ça donne si je fais Move. Donc là, je peux aller chercher son endpoint ou le centre de ma sphère. Donc je peux prendre le centre de ma sphère par exemple et snapper en endpoint et le placer sur le sommet de mon cône. D'accord? Et ainsi de suite. Donc ça c'est pour la fonction Move. Si jamais je veux faire des copies, ben, je fais simplement ici, je vais Copy, puis je vais chercher par exemple ma boîte, Enter, et je vais simplement snapper par exemple de point à point, comme ça, fais-moi des copies. Et ainsi de suite. Donc là je fais des copies. Si je veux, je peux faire des rotations. Donc peut-être que je vais me mettre en vue de top pour plus de facilité. Je peux faire rotation. Donc ici j'ai Rotate 2D. Donc je clique avec le bouton de gauche. Je vais sélectionner ma série de boîtes. Comme ça, je fais Enter. Donc clic du bouton droite. Et je vais snapper en Endpoint pour aller chercher mon point de rotation. Donc toujours porter attention à la ligne de commande. Il demande le centre de ma rotation. Donc je vais cliquer par exemple ici à mon coin. Je vais me mettre en mode ortho, comme ça. Je vais enlever ortho. Et là, je peux déterminer ma rotation. Comme ça. Donc, je vais faire undo. Je vais répéter ce que j'ai fait. Je sélectionne, par exemple, toutes mes boîtes. Et je vais faire une rotation. Et je vais déterminer que mon point de rotation est à ce coin-là. Donc, je me mets en mode snap endpoint. Snap là. Là, j'ai activé le mode ortho. Pourquoi? Parce que je voulais que ce soit le long du edge de mes boîtes. D'accord? Donc, je vais simplement activer ortho. Comme ça. Donc là, j'ai sur l'axe des X, parfaitement droit. Là, je peux le désactiver. Et je peux faire une rotation suivant ma discrétion. J'expliquerai plus tard les rotations suivant les degrés et tout ça. Pour le moment, c'est juste de la manipulation freeform, comme on dit. Donc, voilà. Ça, c'est pour la rotation. Si je veux faire un miroir, donc une copie de tout ça et je vais faire un miroir suivant un axe en particulier. Donc, je peux cliquer ici, miroir. Je sélectionne toutes ces géométries, par exemple. Enter. Start of mirror plane. Donc, je peux prendre n'importe quel point ici. Et je peux aller taper, sélectionner ortho. Donc, vous voyez, là, il est surligné en gras, là. Donc, c'est-à-dire qu'il est actif. Et là, je fais un miroir. Donc, je prends tout ça. Je vais maximiser ma fenêtre. Je fais miroir. Start of mirror plane. Je clique sur dans cet environnement-là. J'ai activé mon mode ortho. Donc, il est surligné déjà. Donc, c'est bon. Et je peux faire un miroir. Et ainsi de suite. D'accord? Donc, ça, c'est la fonction miroir. Si jamais, dans Rhinoceros, au fur et à mesure que vous allez travailler, vous allez voir que vous avez différentes options. Donc, par exemple, si je sélectionne un nouveau miroir, et je vais faire un miroir de celui-là, Enter. Supposons que je veux faire un autre axe différent de ortho, je peux également enlever le mode ortho. Là, il me demande Start of Mirror Plane, donc je peux toujours sélectionner n'importe où dans mon environnement, mais avant de faire ça, je vais simplement cliquer. Vous voyez, j'ai différentes options.
Et je vais par exemple cliquer Copy égale No. Donc, si je sélectionne n'importe quel axe, je clique dans cet environnement-là et parce que j'ai enlevé ortho, là je peux dessiner mon axe comme je veux. Là, vous voyez, parce que j'ai fait Copy égale No, il a passé ma géométrie d'un côté vers l'autre. D'accord? Donc ça, c'était en faisant Mirror, je sélectionne mon objet, Enter, je fais Copy égale No, et il va me le transformer, il va me faire le miroir, mais sans en faire une copie. Donc c'est aussi simple, si je veux que ce soit une copie, je fais simplement Copy égale Yes, et voilà. Donc tout ça pour dire que portez toujours attention à la fenêtre des commandes, vous allez avoir une série d'options que vous pouvez sélectionner et vous avez différentes possibilités de transformer vos objets. Et c'est pas juste pour les transformations, c'est plusieurs manipulations, vous aurez toujours différentes options qui vont apparaître et vous cliquez simplement avec votre curseur pour activer ces fonctions-là. D'accord? Ok, le prochain c'est les contraintes de projection de planéité. Donc, je vais double-cliquer là-dessus. J'ai ici 3 rectangles. Donc, ces 3 rectangles sont déphasés. Comme je vous ai dit, ça c'est mon plan de construction en vue de top. Quand je suis en vue de perspective, cette grille-là correspond à mon plan de construction en vue de top. Et j'ai déphasé ici 3 rectangles. Si jamais je veux dessiner des lignes, d'accord, et que je me mets en vue de top, vous voyez, il va me le projeter directement sur le même plan que ma grille. D'accord? Donc, je vais simplement faire disparaître ça. Supposons que maximise cette fenêtre-là et que je veux joindre chacun de mes éléments en utilisant mon Snapping Toolbar. Donc, je vais ici, je clique sur Line et je veux faire un dessin 2D qui va utiliser ces géométries comme référence. D'accord? Donc, je vais cliquer sur ce endpoint, ce endpoint, ce endpoint, ce endpoint, et ainsi de suite. Et je ferme. Donc là, en vue de top, je vois un dessin 2D qui a été dessiné. Mais si je vais en perspective, vous voyez que ça m'a fait une courbe 3D plutôt, alors que je voulais que ce soit à plat. La raison, c'est parce que c'est à cause du Snapping Toolbar. Mes géométries ont commencé à dessiner en snappant exactement de coin à coin et à créer ces courbes 3D. Pour éviter ce type de problème, je vais simplement faire Undo. Ce que je vais faire, c'est cliquer sur Ligne. Je me snap en Endpoint, d'accord? Et je vais m'assurer que dans mon Snapping Toolbar, j'active la fonction Project. Et donc là, maintenant, vous voyez, si je regarde en mode perspective et je snap de coin à coin, vous voyez que là, maintenant, je dessine en 2D parce que j'ai activé la fonction Project. Donc, il projette mon curseur sur le plan de construction et évite de snapper. Donc, il va snapper correctement à chacun des coins de mes géométries, mais il ne va pas créer une courbe 3D comme on l'a vu précédemment. Et ça va servir énormément au fur et à mesure, et vous allez comprendre son utilité au fur et à mesure que vous allez faire des géométries. Mais ça, c'est une fonction qui est quand même importante. Par la même occasion, si jamais je veux dessiner une courbe 2D qui est suivant ce plan-là, au lieu d'utiliser le plan de construction de vue de top, donc là, ce que je fais, c'est que je vais d'abord enlever mon mode Project, je vais cliquer sur Ligne, et je vais aller chercher, donc je suis snappé en endpoint, et je vais aller chercher ce endpoint là. Et là, je vais réactiver mon mode project, et regarder ce qui se passe. Donc là, vous voyez, il dessine sur le même plan que mon deuxième rectangle, que mon rectangle du milieu. Donc vous voyez, si je passe mon curseur, vous voyez qu'il va projeter, suivant ce plan là, et il va continuer à dessiner en 2D. D'accord? Donc, je vais simplement répéter. Je sélectionne ça. Je vais l'enlever. Je lance la fonction line. La première chose que je vais faire, je m'assure d'abord que je suis en mode planar. Ok? Juste cliquer là-dessus. Ça, c'est quand vous allez travailler. Vous voudrez d'habitude laisser ça par défaut. D'accord? Donc, surligner ça en gras, planar. Et vous allez cliquer sur, vous allez cliquer d'abord sur un coin.
sur le plan dans lequel vous voulez travailler. Et là, vous pouvez activer le mode Project. Et là, vous pouvez dessiner au fur et à mesure. Comme ça. D'accord? Donc ça, c'est pour les contraintes de planéité. Et ça va servir énormément. Souvenez-vous de ça. Donc si j'enlève carrément Project et que je vais snapper de là à là, là, il va me le dessiner en 3D. Et des fois, c'est souhaitable, évidemment. On veut que ça snap comme ça en 3D. C'est comme ça qu'on va être en mesure de dessiner des courbes dans notre espace X, Y, Z. D'accord? Donc, Project. Voilà. Donc, ça, c'est bon pour les manipulations. Ce que je voudrais aussi discuter, c'est la manière dont on représente nos géométries. Donc si je retourne ici, j'ai ici un modèle 3D qui a été complété. Et si j'ai ma fenêtre des calques, bon, je peux faire disparaître mon background. Donc là, vous voyez, je suis dans un mode ce qu'on appelle shading. Donc en cliquant du bouton droite, et c'est valide pour les différents viewports. Donc je vais simplement cliquer ici sur les 4 viewports, cliquer du bouton droite pour amener mes viewports initiaux. Et donc là, vous voyez, j'ai mes géométries. Ça, c'est en mode wireframe et ça, c'est en mode shading. Pour arriver à ces résultats-là, c'est très simple. Donc, vous cliquez simplement sur la vignette, par exemple, en perspective, clic du bouton droite et vous voyez déjà, avec le point noir juste à côté, il est aligné avec shaded. Donc, je peux l'amener en mode wireframe. Clic du bouton droite, en mode rendu, en mode ghost. Donc, on peut voir au travers. Mode X-ray, clic du bouton droite, ça c'est technical. Certains filtres prennent plus de temps que d'autres, là. Donc vous voyez, ça c'est en pointillé, donc il va montrer les lignes cachées en pointillé, artistique et ainsi de suite. D'accord? Donc ça, ce sont différents modes de représentation. La plupart du temps, on travaille en mode soit wireframe, shade. Et puis, une fois qu'on a appliqué les textures, les matériaux et ainsi de suite, on va travailler en rendered. Ghosted, c'est aussi une autre fonction qui m'aide beaucoup quand je modélise à voir ce qui se passe à travers des géométries, parce que des fois, il y a des géométries qui se pénètrent et ainsi de suite. Donc, vous voulez voir ce qui se passe en utilisant la fonction Ghosted. D'accord? Et par la même occasion, c'est la même chose en vue de top. Vous pouvez aller en mode Shade, rendered, ghosted, etc., etc. Et si jamais vous voulez avoir les 4 viewports en mode shade, vous avez ici cette sphère-là, d'accord, shaded viewport, vous cliquez là-dessus, et vous avez ici la même chose, les mêmes modes de représentation, donc en mode wireframe, en mode shade, en mode rendered, ghosted, etc., etc. Donc, je vous invite à explorer ça. C'était sous cette icône-là qui s'appelle Shaded Viewport. Donc, si je veux faire un shade de tous mes viewports, donc je fais simplement, comme il dit dans la description, Set all viewport displays to shaded. Donc, je fais simplement amener mon curseur sur ça et je clique du bouton droite et il va tous les mettre en mode shade. Donc, quand je vais travailler, ça veut dire que je vais travailler en vue orthographique et en vue de perspective en mode shade. D'accord? Donc, c'est aussi simple que ça. Si je veux faire apparaître et disparaître ma grille de construction, tout ce que j'ai à faire, c'est taper sur la touche F7. D'accord? Et je fais apparaître, disparaître la grille de construction. F7. Et ainsi de suite. Donc, c'est ça. Donc, je pense que ça couvre pas mal l'essentiel. Je vais continuer peut-être plus tard dans la prochaine vidéo vous expliquer encore les outils de transformation et comment dessiner de manière un petit peu plus précise, comment travailler avec le Smart Track. Je vais peut-être parler aussi du Gumball, de son utilité. Mais ça va couvrir comme première étape en ce qui concerne la manipulation et la compréhension de l'environnement de Rhino. Donc, pour récapituler, on avait vu essentiellement comment travailler avec les calques et avec la fenêtre des propriétés. Donc, les calques, on faisait apparaître ici avec cette icône-là. L'objet des propriétés, c'est avec cette icône-là juste à côté. Donc, on aime bien, c'est une bonne pratique de les garder de manière active
active de manière permanente. Donc ça va beaucoup vous servir. Je vous recommande de garder ça allumé. Si vous cliquez sur OSnap, vous activez et désactivez votre barre d'outils de snapping. C'est important de les garder activés. Quand vous allez travailler, assurez-vous que le mode planaire va vous servir aussi, que c'est surligné. Donc ça va vous servir. Vous avez le mode orthographique et non-ortho quand vous allez travailler. Et vous pouvez snapper sur votre grille ou non. Moi, personnellement, je n'aime pas travailler avec le snapping grid. C'est une question de préférence. Plus tard, je vais vous montrer des exercices, comment est-ce qu'on dessine avec des précisions, avec des angles et des distances spécifiques, sans pour autant utiliser le grid snap. Tout ça, c'est une question de préférence personnelle. On avait vu qu'on pouvait ajuster nos viewports comme on voulait. D'accord, et qu'on pouvait les réinitialiser en simplement cliquant for viewports. Il y a peut-être une fonction que j'ai oublié de mentionner, si je zoom in par exemple et qu'on est un peu perdu dans notre environnement, on ne sait pas trop où, et si on veut tout ramener à l'origine, ce qu'on appelle un fit, et vous avez cette icône-là qui s'appelle Zoom Extend. Donc je clique là-dessus et il va me ramener toutes mes géométries, les centrer correctement. Donc si jamais je suis complètement off, comme ça, et puis on n'arrive pas à trouver les géométries et que je veux tout le recentrer correctement, tout ce que j'ai à faire, c'est amener mon curseur. Je peux soit faire cliquer du bouton de gauche, mais là, il va seulement travailler sur un seul viewport. Sinon, je peux cliquer du bouton de droite et il va me recentrer les 4 viewports correctement avec mes géométries. Donc ça, c'est la fonction Zoom Extend. Ça va vous servir beaucoup. D'accord? Donc j'avais montré aussi la fonction Hide on Hide. Donc simplement sélectionner cette géométrie et je cache. D'accord? Clique du bouton droite et je le ferai apparaître. Pour faire des sélections multiples, donc si je retourne peut-être ici, bon, si je clique avec mon bouton de gauche, évidemment, on fait des sélections individuelles. Et c'est comme n'importe quel logiciel Microsoft. Si j'appuie sur Shift, et je peux faire des sélections multiples. Et si j'appuie sur CTRL, je peux individuellement désélectionner. J'avais parlé de la boîte de sélection. Donc, cette boîte de sélection, il faut que ça englobe toutes mes géométries correctement. Donc, si je fais ça, vous voyez, ça va simplement sélectionner mes courbes et certaines surfaces. Parce que ça n'a pas englobé parfaitement ma géométrie. Donc, pour m'assurer que j'englobe toutes mes surfaces de mon rectangle, il faut que mon rectangle, quand je tire mon curseur de la gauche vers la droite, englobe parfaitement. Sinon, si vous partez de la droite vers la gauche, vous voyez que mon rectangle est en pointillé cette fois-ci, mais là, ça touche partiellement les géométries. Donc, par exemple, quelque chose comme ça, et là, ça va les sélectionner complètement aussi. D'accord? Ça, c'est bon à savoir. On avait vu le fil de sélection. Donc, on peut sélectionner par point, on peut cacher les points, on peut sélectionner par courbe, on peut cacher toutes les courbes, on peut sélectionner par surface, toutes les cacher, et ainsi de suite. On peut aussi sélectionner les cotes, les hachures, les lumières, les calques par couleur, ainsi de suite. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais vous voyez le principe avec ce fil de sélection, c'est quand même quelque chose de pratique. J'avais dit qu'en appuyant sur F7, on pouvait cacher et faire réapparaître la grille et que avec Tools Options, on pouvait changer dans Appearance, cliquez sur le petit plus et Colors, vous pouvez changer les couleurs de vos grilles, de votre background, la couleur de vos axes et ainsi de suite. Et si jamais vous êtes incertain de vos choix de couleurs, vous pouvez cliquer sur Restore Defaults et ça ramène par défaut aux couleurs initiales. Pour les ajustements de la grille, c'était ici dans Grid. Donc, vous pouvez déterminer la taille de votre grille, la taille de vos axes mineurs, de vos axes majeurs et les distances de snapping aussi. Et vous avez aussi les unités. Donc, vous pouvez travailler comme vous voulez en pouces, en pieds, en kilomètres et ainsi de suite. D'accord? Les représentations, donc en décimales, en fractions. Donc, voilà. Évidemment, tous les toolbars, on peut les manipuler comme on veut. Donc, comme vous voyez, j'ai ici avec mon curseur, je peux les faire déplacer comme je voudrais. Moi, j'aime bien les garder comme ça. Et vous pouvez aussi manipuler vos tabs simplement en faisant un genre de drag and drop. Comme ça, vous voyez. Donc là, je fais un drag and drop ici et je fais réapparaître ma fenêtre des propriétés dans mon environnement de travail. Donc, simplement cliquer avec mon bouton de gauche et maintenir la pression. Vous
Vous avez ici aussi les tabs. Ça, c'est dans Rhino 5. Vous avez les tabs, donc vous pouvez cliquer ici et vous pouvez changer de vue. Donc, vue de droite, vue de face, vue de top, vue de perspective. D'accord? J'avais aussi mentionné que mes grilles de construction, et ça c'est important à savoir, cette grille de construction en vue de face est indépendante de ma grille de construction en vue de top. Ma grille de construction en vue de droite est indépendante de cette grille de construction-là et de la grille de construction de top. Et ma grille de construction en perspective correspond exactement à cette grille de construction qui est en vue de top. D'accord? Donc ça, c'est important. Et de vous familiariser aussi avec l'orientation. Donc ça, c'est en perspective, ça c'est mon plan YX et le Z, selon les normes de Rhino, c'est vers le haut. Donc ça, c'est XY en vue de top, ZX et ZY. Donc familiariser avec tout ça. Et ensuite, on va explorer un peu plus les barres d'outils et d'autres fonctions, comment dessiner avec un petit peu plus de précision. Donc voilà pour la première leçon. Et